Est-ce que vous entendez? Oui, madame. Très bien, merci. Attendez. Donc, chapitre 3, l'algorithme AES, il y avait une erreur. Donc, je vais enregistrer d'abord. Donc, pour l'algorithme AES, voilà. Donc, qui comportait 4 fonctions essentielles dans une ronde. D'accord? Donc, il y a la fonction subbyte, qui permet de faire un décalage. Mix colons, là où on multiplie par 0, 1. Donc, on multiplie notre matrice par une autre matrice. Add round key, donc, on rajoute une clé. Donc, avant de rajouter une clé, on calcule d'abord la clé de la ronde ou bien de l'itération. Et chaque clé d'une itération est calculée à partir de la clé précédente. D'accord? Donc, voilà les 4 opérations. Donc, ce que je voulais dire, c'est ici. Pour la génération de clés. Donc, j'ai donné 2 fonctions pour générer la clé, 2 règles. Bon, je ne vais pas dire de fonctions. Donc, la première règle, c'est pour calculer WI, donc tel que I différent de 0. D'accord? Donc, la clé, elle est sur 128 bits. D'accord? 128 bits, chaque clé. Donc, K0, K1, K2. Donc, K1 se comporte de W0, W1, W2, W3. La même chose pour K0, la même chose pour K2. Donc, K2 aussi comporte W0, W1, 2 et 3. Donc, Kn, c'est-à-dire une clé K1 ou bien K2 ou bien K3. D'accord. Voilà, je suis là. Donc, comment se calcule WI, c'est-à-dire de 1 à 2? C'est juste un XOR entre quoi et quoi? Entre la clé précédente, c'est-à-dire si je suis en train de calculer K1, je vais faire un XOR avec de K0, le W. Donc, par exemple, je veux calculer W2. Je prends W2 de la clé précédente, de K0. Si je suis en train de calculer K3, je vais prendre K2, le W0 de K2. Donc, si je suis en train de calculer W2, je vais prendre W2 ici. D'accord? Et W1 ici. De quelle clé? De la même clé. D'accord? Donc, d'après le schéma qu'on a ici, regardez le schéma. Donc, j'ai mis un schéma. Quelque part, même le schéma était incorrect. J'ai essayé de le corriger. Le schéma qui permet de calculer les clés. Voilà. Donc, si je veux calculer, par exemple, K2 d'une certaine clé, W2, d'accord, de la clé K2, je prends W2 aussi. Donc, si je veux calculer W3, je prends W3 de la clé précédente, d'accord? Et le XOR avec quoi? Avec W précédent de la même clé. Donc, le XOR de ça et de ça, je vais avoir le W3. W2, donc c'est le XOR de W2 aussi et de W1. Tandis que pour le W0, donc, j'utilise une autre fonction. Une autre fonction,
c'est un XOR. Pour avoir ça, ça c'est le W0. Donc pour avoir ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire une rotation, d'accord, de quoi? De W3, une rotation. Je vais exécuter SAB et je vais faire le XOR avec RCON. Je ne vais pas exécuter RCON, mais je vais faire le XOR avec RCON. C'était ça l'erreur. D'accord. Donc, le XOR. Donc, la première fois, j'ai fermé la parenthèse, cette parenthèse rouge ici. Mais SAB byte s'applique juste sur ça. Ensuite, XOR RCON. C'est tout. Donc, il y a 3 XOR. XOR de W0 de la clé précédente. Ensuite, je vais exécuter sur W3 une rotation. D'accord. Je vais appliquer SAB byte, c'est-à-dire utiliser le tableau de substitution. Après, je vais appliquer un XOR. D'accord. Tel que ce 8-là, c'est une rotation à droite d'un mot. Donc, un mot, c'est 8 bits. Donc, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur ce chapitre-là. Sinon, je passerai au chapitre suivant, donc sur la cryptographie asymétrique ou bien les algorithmes asymétriques ou bien à clé publique. D'accord. Donc, tout le monde, normalement, sait ce qu'est un algorithme asymétrique, ce qu'est un algorithme asymétrique ou bien à clé publique, c'est-à-dire chaque utilisateur dans ce système possède une paire de clés, une clé publique, une clé privée. Pourquoi on a créé ce algorithme? Parce qu'il y avait le problème d'échange de clés. Sinon, les algorithmes symétriques, donc par exemple, on avait les algorithmes, par exemple, DES. D'accord, il y avait l'algorithme DES qui a été utilisé à peu près 20 ans. Donc, il a été créé en 1976, l'algorithme DES. Je n'ai pas détaillé l'algorithme DES avant l'algorithme AES. Donc, voilà. Donc, il y a l'algorithme DES qui a été utilisé presque 20 ans. Donc, il était sécurisé, il était sûr. Donc, on a utilisé 20 ans. Après, DES a été cassé parce que la taille de clé n'est pas longue. Donc, l'algorithme DES utilise une clé de 56 bits. D'accord. Donc, une recherche exhaustive permet de retrouver la clé en quelques jours. Donc, si j'utilise plusieurs machines, en quelques secondes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé d'autres algorithmes, par exemple AES, Bluefish, et AES, c'est l'algorithme le plus utilisé. D'accord. Mais toujours, l'algorithme AES, il est toujours utilisé, mais toujours il y a le problème d'échange de clés. C'est pour ça qu'on a essayé de créer une autre philosophie qui est la philosophie de clés publiques. Le principe, c'est quoi? C'est que la clé de chiffrement est connue par tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème si je chiffre, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas permettre à n'importe qui de déchiffrer. Tout le monde peut chiffrer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la clé de chiffrement est publique, tout le monde pourra la connaître. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la clé secrète ne peut pas être déduite ou bien calculée à partir de la clé publique. C'est ça le principe. D'accord? Donc ici, l'inconvénient de la cryptographie symétrique, c'est le partage de clés. Comment échanger une clé entre deux utilisateurs. Et aussi, c'est le nombre de clés. Regardez, 45 clés pour 10 personnes. Donc, il faut avoir 45 clés dans un système et plus de 4900 si j'ai seulement 100 utilisateurs. D'accord? Elle augmente d'une manière exponentielle. Donc, l'idée des algorithmes à clé publique a été créée en 1976 par Diffie et Hellman. Les deux créateurs, Diffie et Hellman. Donc, d'ailleurs, ils ont créé un algorithme Diffie et Hellman, on va le voir après.
Donc, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas permettre à une personne de décrypter un message, mais il peut le chiffrer. D'accord? Le nombre de clés diminue et on évite un partage préalable parce que la clé secrète n'est pas partagée, mais la clé publique, tout le monde pourra l'avoir. L'idée de la clé publique, ou bien le principe aussi, c'est le même principe de la messagerie électronique, ou bien des boîtes aux lettres. Donc, la boîte aux lettres, donc, la boîte aux lettres, tout le monde connaît, ou bien la messagerie électronique, tout le monde peut connaître votre adresse email, adresse. D'accord? Mais c'est à vous seulement de lire les messages. C'est le récepteur seulement qui a le mot de passe pour lire les messages. D'accord? Donc, on a deux utilisateurs. Donc, Bob. Donc, chaque utilisateur a une clé privée publique. L'autre utilisateur aussi. Donc, si quelqu'un veut envoyer, donc il va utiliser la clé publique de l'autre utilisateur pour chiffrer. Il va utiliser la clé publique de l'autre et non pas sa clé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va envoyer, c'est l'autre qui va déchiffrer avec sa clé privée. D'accord? Donc, les algorithmes à clé publique sont basés sur des problèmes difficiles. D'accord? Parce que tout le principe se pose sur la paire de clés privées-publiques. La clé publique, la clé privée, il y a une association. Il faut avoir une association entre une clé publique et une clé privée. Pourquoi? Parce que l'une permet de chiffrer, l'autre permet de déchiffrer. Sinon, je ne pourrais pas déchiffrer. Mais le plus important, c'est que, parce que la clé publique, elle est connue par tout le monde, le plus important, c'est que on ne pourra pas calculer la clé publique, la clé privée à partir de la clé publique. Sinon, c'est un problème. Sinon, tout le monde pourra déchiffrer. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à partir de la clé privée, je peux facilement calculer la clé publique. C'est ça le principe. Donc, clé privée, je peux calculer la clé publique, mais l'inverse, je ne vais pas dire impossible, mais il est très difficile dans un temps raisonnable. Donc, c'est très difficile de calculer la clé privée à partir de la clé publique. Je ne vais pas dire impossible, d'accord? Donc, je peux dire que ça dépend des ressources de calcul. Donc, un grand nombre de systèmes cryptographiques à clé publique a été proposé, d'accord? Certains, un très grand nombre, donc le premier qui a eu l'idée, c'est Diffie-Hellman en 1976, mais il y avait plusieurs algorithmes. Certains ont été réalisés, d'autres, on a trouvé que leur réalisation, elle est très difficile ou compliquée. La majorité de ces algorithmes créés dépend de la difficulté de résoudre certaines problématiques. D'accord? Par exemple, le problème de factorisation. C'est un problème mathématique, bien sûr, factorisation d'un très grand nombre entier, ou bien calculer l'exponentiation d'un très grand nombre. D'accord? Donc, factoriser, donc la clé publique, je répète, la clé privée, à partir de la clé privée, ça sera facile de calculer la clé publique. Par exemple, calculer le logarithme, c'est à partir de la clé privée, je pourrais calculer le logarithme d'un très grand nombre. Mais calculer l'exponentielle, c'est-à-dire revenir, c'est un problème mathématique d'un très grand nombre, d'accord? Revenir. Ou bien la multiplication de deux nombres très grands, de très grands nombres entiers. Donc, c'est facile de le faire, c'est-à-dire pour avoir la clé publique. Mais pour revenir et faire une factorisation, donc c'est un problème mathématique. La factorisation, c'est quoi? Ça veut dire quoi un problème mathématique? C'est-à-dire il n'y a pas un algorithme facile ou bien direct dans un temps raisonnable qui permet de vous donner, de vous factoriser un très grand nombre. Par exemple, si je vous donne 35, je vous dis 35.
le nombre 35. Vous allez me dire, c'est égal à 5 fois 7. D'accord? Si je vous donne 64 ou bien 121, vous allez me dire, c'est 11 fois 11. Je ne sais pas. D'accord? Donc, si je vous donne un très grand nombre, et on parle d'un nombre de 100 chiffres, d'accord? Il n'y a pas une méthode pour calculer, pour factoriser. Donc, plus de 100 chiffres. Donc, il n'y a pas une méthode. Donc, sauf décomposer ce nombre donc par les nombres premiers. Donc, je vais décomposer, diviser par 3, ensuite par 5, par 7, par 11, pour retrouver la décomposition ou bien pour factoriser ce nombre. D'accord? Donc, le problème de factorisation, c'est un des problèmes mathématiques qui dépend des ressources de calcul. Donc, c'est-à-dire, ça va prendre du temps. Et la clé de chiffrement-déchiffrement, on va la mettre à jour à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, elle a une durée de vie. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, il y a des problèmes mathématiques. Donc, ça, je vais revenir sur ça. Donc, type de système considéré sûr et efficace. Donc, il y a les problèmes mathématiques sur quoi reposent les algorithmes à clé publique. Donc, ils reposent sur le problème de factorisation d'entiers. Donc, on va voir l'algorithme RSA. Le nom de ses créateurs, Rivest, Shamir et Adelman. Donc, on va voir en détail cet algorithme. Il se base sur le problème de factorisation. Donc, il y a un autre. Donc, il y a plusieurs algorithmes, mais l'algorithme RSA, c'est le plus utilisé. Il y a l'autre algorithme Rabin. Un autre problème mathématique, c'est le problème de calcul de logarithme discret. Donc, il y a l'algorithme Diffie-Hellman, il y a l'algorithme El-Gamal. On va voir, d'accord? Et un autre problème aussi, c'est le problème de logarithme discret d'une courbe elliptique. D'accord? Donc, il y a l'algorithme ECDSA. Donc, avant de détailler ces algorithmes, on va voir quelques notions ici dans l'arithmétique modulaire qu'on va utiliser. D'accord? Par exemple, le calcul d'inverse. Donc, le calcul d'inverse, on avait parlé de calcul d'inverse. A fois A moins 1 égale à 1. On a dit que A fois A moins 1 égale à 1, mais on ne sait pas comment calculer A moins 1. D'accord? Et d'autres notions aussi, avant de passer aux algorithmes. Donc, les nombres premiers, bon, ici, c'est pour vous dire qu'il est impossible de décomposer des nombres de 100 chiffres factorisés. D'accord? Dans un temps raisonnable toujours. Si on a n égale à a fois b, si je connais a fois b, il est facile de calculer n. Mais il est très difficile de calculer a et b connaissant n. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer pour le problème de factorisation. Donc, pour le calcul modulaire, si je vous dis a égale à b modulo n, ou bien a congruence b, on peut l'écrire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire a moins b, ça veut dire beaucoup de choses. A moins b, c'est un... Bon, a moins b, le reste de la division, ça va être 0. Ou bien, donc, en général, c'est-à-dire, donc cette écriture voulait dire a égale à k fois n plus b. D'accord? Si a est divisible par n, b pourra être égal à 0. Donc, si j'ai a égale à b modulo n et c égale à d modulo n, je peux faire la somme, c'est-à-dire a plus c égale à b plus d. Je peux faire une multiplication aussi. A fois c égale à b fois d, parce qu'on aura besoin de ça
par la suite. Donc, je peux dire aussi que a à la puissance n modulo n égale aussi à a modulo n. Je peux réduire d'abord a modulo n, ensuite faire la puissance n modulo n, d'accord? Ça, on a vu. Donc, un entier A est inversible dans Z, n, si et seulement si A, n sont premiers entre eux. Donc, on a vu ça dans l'algorithme linéaire, il y a un chiffrement affine. Donc, un entier est inversible si A et n sont premiers entre eux. Donc, il y a le théorème de Bézout aussi. On aura besoin de ça. Soit A et B des entiers, et D, c'est le PGCD entre A et B. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit qu'il existe deux entiers, U et V, tels qu'on a AU plus BV égale à D. D'accord? On pourra, donc, le théorème permet de dire que U et V existent, mais on va retrouver les U et V en utilisant l'algorithme d'Euclide. D'accord? L'algorithme d'Euclide permet de retrouver U et V. Théorème de Fermat permet de calculer l'exponentielle d'un très grand nombre. Donc, soit P un nombre premier et A un nombre divisible par P. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Fermat? Donc, on peut utiliser le théorème de Fermat lorsque P est premier. Si ce n'est pas premier, je ne pourrais pas utiliser le théorème de Fermat. Donc, A à la puissance P-1, ce P-là, donc je vais mettre P-1, donc égal à 1 modulo P. Donc, exemple, si je prends 2 à la puissance... bon, je vais faire ça. Donc, si P, par exemple, égale à 31, d'accord? Et moi, je veux calculer 2 à la puissance un très grand nombre. Je veux calculer 2 à la puissance 54 000 quelque chose, à la puissance 2 à cette puissance modulo 31. Et je sais que 31, c'est un nombre premier. Je peux utiliser le théorème de Fermat. Comment je peux l'utiliser? Le théorème de Fermat me dit que A à la puissance P-1 égale à 1. D'accord? Qu'est-ce que je vais... Donc, ce n'est pas ça qui est égal à 1, mais c'est 2 à la puissance 30. 2 à la puissance 30. Donc, 2 à la puissance 30 égale à 40. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, si mon chiffre, c'est ça, je vais diviser mon chiffre par 40. Donc, ça peut être, par exemple... Donc, l'essentiel, on va faire ça en PD, on va appliquer. Pour calculer 2 à la puissance 54 000 quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça. Je peux utiliser le théorème de Fermat qui dit... Non, c'est pas 40, c'est 30. D'après le théorème, c'est P-1. P-1, c'est-à-dire 30. 2 à la puissance 30 égale à 1 modulo 31. D'accord? Et utilisant ça, je pourrais calculer ça parce que 2 à la puissance 30 égale à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer ça. Je vais voir diviser ça par 30 et je vais... donc d'ailleurs, regardez, j'ai mis ici un exemple. On aura 7 à la puissance 10 modulo 11 parce que 11 ici aussi, c'est premier. À partir de là, je pourrais calculer des nombres de puissance très grandes. D'accord? Donc, l'algorithme d'Euclide étendu
C'est l'algorithme qui pourra, donc l'algorithme d'Euclide, vous connaissez, diviser successifs pour connaître le quotient et le reste. D'accord? Le quotient et le reste pour retrouver le PGCD d'un nombre. L'algorithme d'Euclide étendu, donc c'est le même algorithme, donc, mais qui permet de calculer l'inverse. Il permet aussi de calculer pour le théorème de Bézout, il permet de calculer les coefficients. U et V, c'est les coefficients de Bézout. D'accord? Donc, l'algorithme d'Euclide étendu, il permet de calculer en même temps le PGCD, les coefficients de Bézout et, le plus important, l'inverse d'un nombre. D'accord? Donc, voilà l'algorithme. Je vous donne l'algorithme. Ensuite, on va faire une petite application. Donc, dans l'algorithme, on va prendre trois variables, A1, A2, A3, qu'on va initialiser à 1, 0, A. D'autres variables, une autre variable B1, B2, B3, qu'on va initialiser à 0, 1, B. Tel que petit a et petit b, c'est le nombre dont je cherche, par exemple, je cherche l'inverse de A modulo B. D'accord? Et je cherche l'inverse de A, ou bien l'inverse de B. Je vais chercher l'inverse de B modulo A. Parce que l'inverse, dans un ensemble donné, par exemple, je cherche l'inverse de 3 dans Z26. Ce n'est pas le même que l'inverse de 3 dans Z25. D'accord? Donc, je vais initialiser d'abord. Ensuite, si B3, la première fois égale à 0, donc j'ai le commun diviseur entre A et B, c'est A3. C'est le A. PGCD, d'accord? Si B égale à 0. Et B-1, ça veut dire quoi? C'est l'inverse, parce qu'ici, on cherche l'inverse, n'existe pas. Donc, si B3 égale à 1, alors B3, c'est le PGCD. Si B3, donc vous avez A et B. Donc, si le B3, c'est-à-dire ça va être le B égal à 1, le PGCD, ça sera B3. Et B-1, il existe, et ça va être le B2. Sinon, si B3 est différent de 0 et différent de 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer Q. Parce qu'ici, le principe, c'est l'algorithme d'Euclide que vous connaissez. C'est des divisions successives. Je divise jusqu'à retrouver le... C'est quoi B3 égale à 0 et B3 égale à 1? C'est le reste de la division. Donc, B3 va représenter le reste. Parce qu'ici, je vais boucler. Je vais boucler jusqu'à arriver à 0 à 1. Donc ici, la première fois, je vérifie est-ce que c'est 0 ou 1. Si ce n'est pas 0 ou 1, je vais aller ici. Q, je vais calculer A3 sur B3. C'est-à-dire la première fois, ça va être A et B. Ensuite, ça va changer. Je calcule T1, T2, T3. Ça va être quoi? Par exemple, T1, c'est A1 moins QB1, Q fois B1. Ça va être le reste. D'accord? C'est A1 moins Q. Regardez le T3. Le T3, c'est A3, qui est A, moins Q fois B3. Moins Q, le quotient qu'on a retrouvé, fois B3, fois B. C'est-à-dire, c'est le reste de la division de A sur B, le T3. Ensuite, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, je vais boucler. Donc, A1, A2, A3, qui étaient initialisés à 1, 0, A, vont prendre les valeurs de B1, B2, B3, et B1, B2, B3 vont prendre les valeurs de T1, T2, T3. T3, c'était le reste, donc ça va être B3. Et je reviens. Pour vérifier B3, est-ce qu'il est à 0 ou à 1? Si ce n'est pas à 0 ou à 1, je vais calculer le quotient. D'accord?
Sinon, si c'est 0, c'est 1. Donc ici, c'est la fin de l'algorithme. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. D'accord. Donc, si je prends l'inverse, par exemple, je veux calculer l'inverse. Donc, je vais effacer ce tableau pour que ça soit... « 26 et 12 », on va prendre 26 et 12. On va exécuter cet algorithme sous forme de tableau. Donc, on va calculer, par exemple, le PGCT entre 26 et, donc ici, 3. 12, je vais retrouver 0. Donc, 26 et 3. Donc, pour retrouver en même temps que le PGCD égale à 1, je vais retrouver aussi que l'inverse de 3, on a dit que l'inverse de 3, c'est 9. Parce que 9 fois 23, c'est égal à 27. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, A1, A2, A3, je vais les initialiser à 1, 0, A, c'est-à-dire 26. B1, B2, B3, B1, B2, B3, je vais les initialiser à 0, 1, B, donc 0, 1 et 3. Donc, si B3 égale à 0, non, ce n'est pas égal à 0. Est-ce que c'est égal à 1? Non, ce n'est pas égal à 1. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais calculer le quotient, c'est-à-dire A3 sur B3. Donc, A3 sur B3. Le quotient, ça va être 7. 8. Ça va être 8. D'accord? Et je calcule T1, T2, T3. Donc, T1, c'est quoi? C'est A1, c'est-à-dire 1 moins Q, c'est-à-dire 8, fois B1, qui est 0. Donc, ça va être 1. T2, c'est A2, c'est-à-dire 0, moins Q, c'est 8, fois Q1, Q fois B1, fois B2, c'est 1. Donc, c'est moins 8. Et T3, ça va être quoi? C'est A3 moins QB3, c'est le reste de cette division, 26 et 3. Donc, c'est A3 moins QB3, donc T3, c'est le reste. C'est les restes successifs de l'algorithme d'Euclide. Vous allez les retrouver dans cette colonne. Après, on va les retrouver ici. Pourquoi? Parce que chaque fois T3, ça va être B3. Donc, T3, c'est A3 moins Q fois B3, donc c'est-à-dire 3 fois 8, 24, ça va être 2, le reste. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai calculé T1, T2, T3. Donc, maintenant, A1, A2, je reviens. C'est une autre étape. On va reboucler jusqu'à retrouver B3 égale à 0 ou égal à 1. C'est ça l'algorithme d'Euclide. Je m'arrête lorsque le dernier reste égal à 0 ou bien égal à 1. Parce qu'après 1, je suis sûr que je vais retrouver 0. Donc, A1, A2, A3 égale à quoi? À B1, B2, B3, c'est-à-dire 0, 1, 3. Donc, 0, 1, 3. B1, B2, B3 vont être égales à T1, T2, T3, c'est-à-dire 1, moins 8 et 2. D'accord? Donc, donc ça, je suis là. Où est-ce que j'en ai? B1 égale à T1, T2, T3, go to 3. Je reviens à 3, je vérifie, est-ce que B3 ou B1 égale à 0 ou 1? Non, ce n'est pas égal à 0 ou 1. Je continue, je calcule le quotient. Quotient de A3 sur B3, donc 3 sur 2, c'est 1. Et le reste, ça va être égal à 1 aussi. D'accord? Donc, normalement, c'est la dernière étape parce que je continue. Donc, j'ai calculé le quotient. Je dois calculer les T1, T2, T3. Donc, T3, j'ai calculé. Je calcule T1. Donc, T1, ça va être égal à quoi? Toujours A1, donc c'est 0, moins Q qui est A1, fois B1, c'est 1. Donc, c'est moins 1. T2, c'est A2, c'est-à-dire 1, moins Q, c'est 1, fois B2, c'est moins 8. Donc, c'est-à-dire 1 plus 8, c'est 9. C'est 9. Donc, c'est A2, 1, moins 1, fois moins 8. Donc, c'est-à-dire 1 plus 8, ça va être 9.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les T1, T2, T3. Maintenant, A1, A2, A3 reçoivent les valeurs des B1, B2, B3. Donc, c'est-à-dire 1, moins 8, 2. Et B1, c'est 2 moins 1 et 9. D'accord, je suis là. Go to 3. Maintenant, dans 3, je vérifie, est-ce que B3 égale à 0? Non, B3 n'est pas égal à 0. Il y a une petite erreur. Donc, 1 moins 8, 2. Et moins 1. Donc, ici, c'est moins 1. 9 et 1. Est-ce que B3 égale à 0? Non. Est-ce que B3 égale à 1? Oui. B3 égale à 1. Je m'arrête et je peux dire que B-1, l'inverse de B, donc notre B c'est 3, d'accord, B égale à 3. Son inverse dans Z26, ça va être quoi? C'est le B2. Voilà, c'est le B2. C'est celui-là. D'accord? On a retrouvé. Donc, cette table-là, ou bien cet algorithme, c'est voilà l'algorithme. L'algorithme, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne en même temps le PGCD, ça va être dans la colonne B3, ça c'est le PGCD entre les nombres. Donc, d'accord. Donc, si je continue cette étape, je vais avoir 0 ici. Donc, 2 sur 1, le quotient, ça va être 1, et le reste, ça va être 0. Parce que l'algorithme d'Euclide étendu, c'est le reste avant 0. Donc, ça, c'est les restes successifs de l'algorithme d'Euclide. C'est 2, ensuite 1, ensuite 0. Et vous remarquez que ça, c'est décroît. Donc, le reste avant le 0 dans l'algorithme d'Euclide, c'est 1. Donc, c'est le PGCD. D'accord? Qu'on va le retrouver dans B3. Donc, ça va nous donner PGCD entre A et B. Ça nous donne l'inverse s'il existe. Donc, si PGCD égale à 1, l'inverse pourra exister et ça va être ça. Ça nous donne aussi les coefficients de Bézout. Les coefficients de Bézout, c'est quoi? C'est, regardez, c'est B1 et B2. C'est moins 1 et 9. C'est ça les coefficients de Bézout. Parce que le théorème de Bézout, qu'est-ce qu'il dit? Il existe A et B, donc tel que D égale à BGCD. D égale, d'accord? Lorsque j'ai D. Donc, AU plus BV égale à D. Donc, si je reviens à ma table ici, je vais écrire ma formule. Voilà. Donc, AU plus BV égale à D, tel que D ici égale à 1. D'accord? A et B, c'est 26 et 3. Si je prends les coefficients moins 1 et 9, je vais avoir ça qui est correct. Donc, 26 moins 1 moins 26 plus 27 égale à 1. Et c'est correct aussi pour toutes les lignes. Je peux prendre, donc je peux prendre ça c'est U, ça c'est V. Je vais appliquer, je vais retrouver aussi 2. Je vais prendre 0 ici. D'ailleurs, c'est le principe du tableau. Pourquoi on a pris dès le départ ici 0 et 1? Parce que si je prends cette équation, je prends 0 ici et 1 ici. Donc, 26 fois 0 plus 3. Toujours ici 26. Le A, c'est 26 et l'autre, c'est 3. Donc, 26 fois 0 plus 3 fois 1, ça va vous donner 3. D'accord? 26 fois 1 plus 3 fois moins 8, ça va donner 2. D'accord? Mais les coefficients de Bézout, c'est moins 1 et 9. Mais ça va être, c'est correct pour toutes les lignes. D'accord? Donc, regardez ici, c'est une autre application. Ici, on calcule, on utilise le tableau ou bien cet algorithme pour 26 et 12. On retrouve, donc lorsque vous appliquez, vous allez retrouver à la B3 égale à 0. On ne va pas retrouver B3 égale à 1. Pourquoi? Parce que 26 et 12 ne sont pas premiers entre eux. On va retrouver B3 égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, l'inverse n'existe pas. Je ne vais pas dire que c'est l'inverse. Il n'existe pas parce que ce n'est pas égal à 1. D'accord? On va retrouver le PGCD entre eux, c'est 2. Ça va être 2. C'est le reste avant le 0.
Et les coefficients de Bézout, c'est quoi? C'est 1 et moins 2. C'est pas moins 6 et 16. C'est la ligne là où il y a le D, là où il y a le PGCD. D'accord? Donc ici, les coefficients de Bézout pour l'autre tableau. Pour ce tableau-là, c'est pas 1 et moins 8 les coefficients de Bézout, c'est moins 1 et 9, là où il y a le PGCD. PGCD égale à 1. D'accord? Donc, moins 1, 9, c'est les coefficients de Bézout. 9, c'est l'inverse. Et PGCD, c'est 1. Donc, tout se résume dans ce tableau-là. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, je continue. Je reviens aux algorithmes à clé publique. On prend le premier type d'algorithme, c'est les algorithmes qui se basent sur le problème de factorisation, et on va voir l'algorithme RSA au nom de ces créateurs, 3 créateurs, Rivest, Shamir et Adelman. Donc, il a été créé, développé en 1977 et publié en 1978. C'est l'algorithme le plus connu des algorithmes à clé publique, le plus utilisé. D'accord? Il est utilisé dans le commerce électronique, paiement électronique. Donc, le principe repose sur la difficulté de factoriser un très grand nombre en 2 facteurs premiers. D'accord? On va expliquer ici l'algorithme RSA. Donc, pour utiliser RSA, il faut d'abord générer une paire de clés publiques-privées avant de chiffrer, bien sûr. D'accord? On génère une paire de clés. Tout d'abord, je choisis 2 très grands nombres, P et Q. C'est des nombres premiers. D'accord? Par exemple, 3 et 7. C'est des nombres premiers. Je multiplie 3 fois 7, je calcule n. Ensuite, on calcule phi de n. Donc, phi de n, c'est la fonction indicatrice de l'heure. On a déjà parlé de ça dans le chapitre 2. C'est la fonction indicatrice de l'heure qui va donner le nombre d'entiers inversibles dans Zn. D'accord? Donc, je calcule phi de n. Donc, phi de n ici, direct, on a donné phi de n, la fonction phi de n égale à quoi? Mais ici, puisque P et Q, c'est des nombres premiers, parce que phi de n, avant de calculer phi de n, il faut décomposer n en facteurs premiers. Et ça va être égal à P à la puissance quelque chose, moins P à la puissance quelque chose, moins 1. Mais ici, puisque P et Q, c'est des nombres premiers, je peux dire phi de n, c'est égal directement à P moins 1 fois Q moins 1. C'est-à-dire, c'est ça la décomposition. C'est P moins P à la puissance 0 qui est égal à 1, fois Q moins Q à la puissance 0 qui est égal à 1. D'accord? Donc, on a calculé n et on a calculé phi de n. Je choisis E. Donc, E, ça va être la clé publique. Je choisis E tel que, mais il y a une condition, il faut que phi de n et E sont premiers entre eux. Et E, ça va être entre 1 et phi de n. Il faut que ça soit inférieur à phi de n. Et aussi, il faut que PGCD entre phi de n et E, on va voir pourquoi égal à 1. Parce que, tout simplement, après, on doit calculer D. Et D, c'est quoi? C'est l'inverse de E modulo phi de n. D'accord? D, c'est-à-dire D fois E égale à 1. Donc, D, c'est l'inverse de E, et E, c'est l'inverse de D. Modulo phi de n. D'accord? Donc, la clé publique, ça va être quoi? Ça va être E, le nombre qu'on a choisi. Et la clé privée, ça va être quoi? Ça va être D. Vous voyez? Donc, ici,
ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le principe des algorithmes à clé publique, on a dit que à partir de la clé privée, c'est facile de calculer la clé publique. Donc ici, je peux calculer D à partir de E et E à partir de D parce que le E, c'est l'inverse de D et D, c'est l'inverse de E. Vous pouvez utiliser l'algorithme que j'ai expliqué tout à l'heure, l'algorithme de clé détendue pour faire le calcul. Si j'ai la clé publique, tout le monde pourra avoir la clé publique EN. Est-ce que c'est facile de retrouver DN? J'ai la clé publique EN. Est-ce que je pourrais facilement calculer la clé privée DN? Qui peut me dire? Parce que c'est ça le principe, tout le monde. J'ai dit qu'on a fait certains calculs ici, N égale à P fois Q, phi de N égale à P moins 1 fois Q moins 1. Donc, d'accord. Attendez. Donc, on a N égale à P fois Q. Donc, on a N égale à P fois Q. D'accord? On choisit E et je calcule, je choisis petit e pour que ça soit petit e et je calcule B. Et l'inverse de E. Donc, E public et D va être gardé en toute sécurité. C'est avec la clé privée. Je vais écrire privée. La clé privée. Donc, D, je vais garder en toute sécurité et E, tout le monde pourra la connaître. D'accord? Est-ce que les autres connaissant E, donc E et N, hein, EN, c'est public aussi. D'accord? Donc, est-ce que les autres connaissant E et N pourront calculer D, qui est la clé privée qui permet de déchiffrer? J'attends vos réponses. Hein. C'est important. Essayez de répondre ici parce que c'est ça le principe de l'algorithme. J'attends vos réponses. Madame, elle déchiffrer les équations. Sur le slide précédent, vous voulez dire? Oui, madame. Très bien. Donc, je choisis au début de très grands nombres P et Q. Je calcule N égale à P fois Q. Je calcule phi de N aussi. Je choisis E et je calcule D. Donc, la clé publique E, la clé privée D. Donc, pourquoi on ne peut pas calculer ou bien, normalement, ce que j'ai expliqué, c'est que c'est à partir de la clé publique, les autres ne pourront pas calculer la clé privée. C'est ça le principe des algorithmes à clé publique. La clé publique, tout le monde pourra connaître E et N, mais pourquoi ils ne pourront pas calculer D et N? D, bon, N, ce n'est pas un problème. Parce qu'on n'a pas Q et P. Donc, on ne peut pas calculer P de N. Très bien. Très bien. Les autres, est-ce que vous avez compris? Les autres, j'attends d'autres réponses. Pourquoi je ne peux pas calculer D? Donc, ici, j'ai E. E, c'est l'inverse de D. D'accord? D'après la table qu'on a vue ici. Regardez la table ici. 3, c'est l'inverse de 9. C'est l'inverse de 3. Donc, c'est-à-dire, si j'ai 3, je peux calculer 9. Et si j'ai 9, par exemple, je peux calculer 3. Donc, le E ici, c'est 3. Je peux calculer 9. Ou bien, si j'ai 9 aussi, j'utilise le même tableau, je peux retrouver 3. Le problème, c'est que, est-ce que j'ai phi de n? Parce que ce n'est pas modulo n, mais c'est modulo phi de n. Remarquez ici, je peux calculer, je reviens ici,
Donc, c'est facile de calculer D égale à 1 moins 1, ou bien E, même E, GE, que tout le monde pourra connaître parce que c'est la clé publique. C'est facile de calculer D égale à 1 moins 1 en utilisant la table de clé détendue, bien l'algorithme de clé détendue. Le problème, c'est que, est-ce que j'ai fait phi de n? C'est ça le problème, phi de n. Et phi de n, comment je pourrais le calculer? Je pourrais le calculer si j'ai P et Q. D'accord? Si j'ai P et Q, c'est facile de calculer phi de n. C'est P moins 1 fois Q moins 1. Mais P et Q, c'est des valeurs que je dois garder en toute sécurité. D'accord? Lorsque je vais créer ma clé publique E et D, ces valeurs, je vais soit les écraser, ou bien parce que je n'aurai plus besoin après, ou bien les garder en toute sécurité. D'accord? P et Q. Parce que si quelqu'un connaîtra P et Q, il va calculer phi de n et il pourra calculer D. D, c'est la clé qui permet de déchiffrer. D'accord? Il faut bien comprendre ce principe-là. Donc, lorsque je vais créer ma clé, je vais choisir P et Q, c'est de très grands nombres. Je vais calculer n. Je vais calculer phi de n à partir de P et Q. Je choisis un certain E. Il faut qu'il soit inversible phi de n pour pouvoir calculer D. Je calcule D. Maintenant, j'ai ma clé publique EN et ma clé privée D. D'accord? Pourquoi je dis DN? Parce que j'utilise N pour le déchiffrement. C'est pourquoi. D'accord? Donc, maintenant, P et Q ne seront plus utilisés. J'ai la clé E et D. Donc, à partir de E, je ne pourrai pas calculer D, sauf si j'ai P et Q, ou bien phi de N. Donc, l'opération de chiffrement, ça va être quoi? Ça va être calculer N à la puissance E. C'est-à-dire, j'ai mon message M, je vais l'élever à la puissance E. C'est-à-dire, tout le monde pourra chiffrer parce qu'il a la clé publique E et N. Il faut faire attention, ici, ce n'est pas modulo phi de N. Parce que phi de N, ce n'est pas quelque chose de public. Donc, le public, c'est N. D'accord? Mais ici, c'est modulo, pour calculer l'inverse, c'est modulo phi de N. Il faut voir cette différence. Donc, pour calculer le D, c'est modulo phi de N. Pour chiffrer, c'est modulo N. Je ne pourrais pas chiffrer modulo phi de N. Sinon, phi de N doit être public aussi. Et si ça sera public, ça veut dire que la clé D, tout le monde pourra la retrouver. Donc, mon message, je vais l'élever à la puissance E, je vais retrouver C. Et pour déchiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, pour déchiffrer, j'utilise la clé D. C'est celui qui a la clé de déchiffrement qui pourra déchiffrer. Donc, C, je prends le message chiffré, je l'élève à la puissance D, je vais avoir M. D'accord? Donc, je élève le C à la puissance D pour avoir M à la fin. Pourquoi je vais avoir M? Le message en clair. Parce que C, c'est quoi? C'est M à la puissance E. Je remplace C par M à la puissance E. Je vais avoir quoi? M à la puissance E fois D. Et E fois D, je sais que c'est 1 modulo phi de N. E fois D. D'accord? Donc, E fois D, c'est 1. C'est pour ça, c'est à la puissance D, je reviens au message M. C'est à la puissance D, c'est le message clair M. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est P et Q, c'est des nombres premiers. C'est des nombres premiers. Hein? Et je calcule la multiplication. Je calcule phi de N que je vais utiliser pour calculer D. C'est l'inverse de E. Donc, E, c'est un nombre que je vais choisir. Ensuite, P et Q. Ensuite, pour chiffrer, je vais faire M à la puissance E. Pour déchiffrer, c'est C à la puissance D. Donc, il y a des exemples ici. Si je prends P égale à 17 et Q égale à 11, d'accord? Donc, N, c'est 17 fois 11, c'est-à-dire 187. Donc, ça, c'est le N. Je calcule phi de N, c'est P moins 1 fois Q moins 1. Ça va être 160, par exemple. Je choisis E, qui est la clé publique, égale à 7. Maintenant, je peux calculer D.
Parce que j'ai phi de n, j'ai le 160, je calcule d, ça va être 23. En utilisant la table d'Euclide, vous pouvez vérifier ce calcul. Donc, 7 moins 1 modulo 160. Donc, vous allez prendre a égale à 160 et b égale à 7. Utilisez la table pour vous exercer. Vous allez retrouver d égale à 23. Je prends par exemple le message 88. Le message en clair, qu'est-ce que je vais faire? Je élève mon message à la puissance, pour chiffrer à la puissance E, à la puissance 7. Modulo 187, je vais retrouver 11, le message chiffré. Donc, pour déchiffrer, qu'est-ce que je vais? Je vais utiliser le D, c'est-à-dire 11, le message C à la puissance D. Celui qui a D pourra déchiffrer. 11 à la puissance 23, modulo toujours N, égale à 88, qui est le message en clair. D'accord? Donc ici, toujours, c'est un autre exemple. P et Q, c'est des nombres premiers. Il faut faire attention, il faut que ça soit premier. D'accord? On calcule N. Donc même, regardez ici, N, c'est 283 000, mais ce n'est pas suffisant parce que celui-là, je peux le factoriser en un temps raisonnable. Il faut prendre, en réalité, l'algorithme RSA prend des nombres très grands, plus de 100 chiffres. D'accord? Donc, on doit choisir E au hasard tel que E n'a aucun facteur en premier avec phi moins 1. Donc, il faut qu'il soit premier avec E. E est premier avec phi moins 1. Donc, par exemple, on a pris E égale à 565. Donc, ici, c'est phi de n. Donc, la clé publique, c'est E qu'on a choisi et n. Donc, ça, c'est n. On calcule D. Donc, D, c'est l'inverse en utilisant la table d'Euclide étendue. Donc, on retrouve D, par exemple, ça. Donc, la clé privée, c'est D et toujours n. Donc, ici, c'est n. Donc, je dois changer ça. Parce qu'ici, j'ai écrit phi de 1, c'est une erreur. D'accord? Donc ici, c'est pas ça. C'est toujours 1, parce que j'ai mis ici la clé privée. J'ai mis le phi de 1. Donc ici, juste parce qu'ici, c'est toujours un exemple. Ici, directement, je vous dis, un message égal à 88, c'est comme on va bien sûr utiliser des entiers ou bien des chiffres pour chiffrer. 88. Mais si vous avez un message donné, par exemple sécurité ou un message à chiffrer, comment vous allez l'élever? M à la puissance E. Donc, tout simplement, comme on a l'habitude de faire, il faut coder votre message. Donc, par exemple, ici, je veux utiliser un codage ASCII. Je veux chiffrer le mot help. Je vais utiliser le codage ASCII. Je code chaque caractère. D'accord, en ASCII. Mais l'essentiel, c'est que le récepteur devra utiliser le même codage. D'accord? Si vous utilisez le code ASCII, donc ici, c'est un exemple. J'utilise le code ASCII ou bien ce qu'on a l'habitude d'utiliser, A, c'est-à-dire 0, B, c'est 1. D'accord? Mais il faut que l'émetteur et le récepteur doivent se mettre d'accord sur le codage utilisé. Donc, si je prends le mot help et j'utilise le tableau de ASCII, donc par exemple H majuscule, ça va être 72. D'accord? Donc 72. Le E, help, le E c'est 101. Ainsi de suite. D'accord? 101, donc H, E, L, P. Ici 32 pour dire qu'il y a un espace ici et point d'exclamation. Donc 32 et 33, c'est l'espace et point d'exclamation. Donc 32, c'est le space et 33, c'est point d'exclamation. D'accord? On a ça. Qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut... Donc j'ai pris des positions 3 ici. J'ai pris 0 pour prendre chaque mot sur 3.
Donc, pourquoi? Pour pouvoir, parce que lorsque je déchiffre, si je ne vais pas prendre chaque mot à part, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais déchiffrer par là. Si oui, est-ce que je vais déchiffrer 521 ou bien 0,72? D'accord? Je vais compléter par 0 ici. Je vais prendre 3 chiffres. Donc, c'est 72 normalement. Je vais mettre 0. Ici, 32, c'est 0. D'accord? Bon, pour le chiffrement, ça ne va pas être un problème. Mais pour déchiffrer, pour connaître chaque 3, ça va être le mot à chiffrer ou bien à déchiffrer. Donc, 72 à la puissance E. Donc, le E, on choisit E par exemple. Et, non, oui, E pour chiffrer. Donc, 565, ça va être ça, ainsi de suite. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment chiffrer un message. On utilise par exemple le code ASCII. Je chiffre. D'accord. Mais en réalité, ce chiffrement pose un problème. C'est quoi? Si je chiffre de cette manière-là, ça veut dire que l'attaque fréquentielle est très possible. Pourquoi? Parce que à chaque fois que donc ça c'est la lettre H, à chaque fois que je chiffre H, ça va être, donc ça c'est le message, ce qui est en rouge, c'est le message chiffré. À chaque fois que je chiffre 72, ça va être toujours celui-là, 80 488. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que l'attaque fréquentielle, qui peut me dire qu'est-ce qu'on va faire ici pour que l'attaque fréquentielle ne soit pas possible? Parce qu'ici, c'est vrai, on utilise un algorithme RSA qui est sûr et tout, mais une simple attaque fréquentielle, c'est-à-dire utiliser la table qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple la lettre E qui apparaît plus. Par exemple, ça, si je trouve 80 488 qui se répète plusieurs fois, je peux dire que c'est la lettre H. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit pas, l'attaque fréquentielle ne soit pas possible? Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Il peut me dire. C'est facile. C'est quelque chose de facile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de prendre, de chiffrer, donc je rajoute des zéros ici. Pourquoi? Pour avoir des longueurs de 3. Je rajoute 0 pour ceux qui ont 2. Pourquoi? Parce qu'au maximum, j'ai 3. Vous voyez ici. Donc 0 jusqu'à 127. Au maximum, j'ai 3 positions. C'est pour ça que je vais prendre des longueurs de 3. Mais pour ne pas avoir une attaque, pour que l'attaque fréquentielle soit difficile, par exemple, je chiffre des longueurs de 4. De longueur, je change la longueur pour chiffrer. Donc, je chiffre 0,721, je chiffre 0,11, je chiffre ça, je chiffre 8000, d'accord? Et dans ce cas-là, je ne vais pas avoir à chaque fois, je vais pas, même si j'ai plusieurs H ou plusieurs E dans mon message, je vais, parce que le E, regardez le E en réalité, ça va être 101. Mais moi, je ne vais pas chiffrer 101, je vais chiffrer 0, 1, 1, 10. Lorsque je prends 4, je chiffre ça. Et ça, ce n'est pas E. D'accord? Et 721, ce n'est pas H. Ça veut dire que l'attaque fréquentielle ici ne peut pas être utilisée. Est-ce que c'est clair? Si je prends des longueurs de 3, par exemple ici dans ASCII, le code ASCII, je rajoute en rajoutant des zéros devant si c'est nécessaire, par exemple ici. Mais lors du chiffrement, je ne vais pas utiliser la même longueur 3. Sinon, si j'utilise la même longueur, ça va être l'attaque fréquentielle, ça va être possible. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que normalement, c'est 1 heure de cours, je crois. Je vais m'arrêter là si vous n'avez pas de questions.
Est-ce que vous avez des questions? Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, j'ai expliqué l'algorithme RSA. Il reste expliquer les failles de RSA, les inconvénients de RSA. Je vais laisser pour la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Sinon, je vais m'arrêter. Vous n'avez pas de questions? Donc, si tout est clair, donc on va se rencontrer tout à l'heure pour le TD. D'accord? Donc, on va faire le TD après, d'accord? À 10h15, 10h30. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envoyé aux délégués. 10h15 et demi. 10h15, madame. D'accord. Donc, on va faire le TD à 10h15. Allez, après.